Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous allons revenir sur la capture ou l'enlèvement. Ça dépend de vos choix de syntaxe de Maduro au Venezuela par l'armée américaine et notamment par les Delta Force. L'objectif de cette vidéo est de revenir d'un point de vue technique et tactique sur les événements afin de vous expliquer d'un point de vue purement militaire comment est-ce que les 150 aéronefs se sont coordonnés de manière à permettre cette insertion de forces spéciales dans la capitale de 3,5 millions d'habitants, la récupération du président et ensuite, très important, l'igresse en toute sécurité, le retour vers les bateaux situés au large et notamment, nous allons mettre l'accent sur tous ceux dont nous n'avons pas entendu parler. Les aéronefs de guerre électronique, les avions de César, de combat Search and Rescue qui étaient prêts à intervenir en cas de pilote éjecté, en cas de crash d'hélicoptère. Et nous savons qu'un hélicoptère a d'ailleurs beaucoup été touché et que plusieurs Américains, un pilote à minima, ont été blessés, qu'un C-17 est même derrière parti pour les amener se faire réparer, si je puis dire, aux États-Unis. Et donc l'objectif de cette vidéo est de vous donner cette compréhension des événements avant qu'on puisse passer à d'autres actualités sur la chaîne. Juste avant d'attaquer, très important, je veux vous parler de 3 points. Le premier, c'est les sources et la difficulté à se sourcer. Sur ma vidéo de réaction à chaud, j'ai d'ailleurs utilisé une image de Maduro en Minia qui n'est pas une vraie image à 90% sûr, ça a été généré par l'intelligence artificielle et donc dans les premières heures, je me suis fait avoir comme des milliers d'autres personnes, mais ce n'est pas une excuse. J'ai utilisé cette image de Maduro à la sortie d'un avion encadré par des personnes de la DEA. Non, la vraie image, la première image officiellement communiquée, c'est celle-ci avec le jogging et le casque sur la tête. Alors, pourquoi je voulais ouvrir par ce problème? Déjà, pour débriefer et faire mon rétex mea culpa sur ce choix d'image. Deuxième point, très important, pour insister sur la problématique de se sourcer convenablement quasiment en temps réel. Si vous regardez le PC en temps réel des États-Unis, ils ont des sites d'OSINT, d'Open Source Intelligence. Ils regardent, pourquoi? Parce que les gens partagent et il y a 90% à prendre. Après, on sait que l'IA maintenant a cette capacité à générer des images fausses extrêmement rapidement. Par contre, ce qui a tendance à ne pas trop mentir, ce sont les images satellites et la géolocalisation dans les 24 à 48 heures après. Les images satellites, on l'a vu pour l'Inde-Pakistan, on l'a vu pour l'Iran, c'est très intéressant. Par contre, pour ce qui est des déclarations, les déclarations par exemple américaines sont très intéressantes et si on devait mettre un pourcentage, je vous dirais que 85% sont cohérentes et sont vraies. Maintenant, dans certains cas, certaines déclarations américaines peuvent prêter à confusion ou peuvent être fausses. Exemple, ils ont dit qu'ils reviendraient Maduro avec l'Iwo Jima jusqu'à New York en bateau, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils l'ont ramené, accrochez-vous bien, avant la rouverture des bourses et du pétrole. Car oui, niveau temporalité, la fois on vous a parlé de la Lune, très important, quand même intéressant de noter que toute cette opération s'est déroulée et a presque été clôturée pour ce côté tactique pendant que le cours de la bourse, le cours du pétrole était à l'arrêt pour le week-end. Vous vous doutez bien que faites ça en semaine, c'est pas la même. Maintenant, une fois qu'on a fait attention aux sources, il faut avoir conscience également de l'analyse et de l'expérience. Vous venez sur cette chaîne, comme vous le savez, moi j'étais C3P, chef de patrouille projection de puissance. J'ai été formé par l'armée américaine, je fais 2 ans et demi de formation chez eux. J'ai été au combat en Irak, avec les Français, avec les Américains, avec les Irakiens, avec les Canadiens. Mais je connais très bien les porte-avions américains. J'ai fait ma formation sur le Truman, j'étais officier de liaison sur le Truman au large de l'Iran. Et la Libye, j'ai participé au centre de commandement, au CAOC, en tant qu'officier de liaison pour le groupe aérien. Pourquoi je vous dis ça? J'ai une expérience dans ce qu'on appelle les COMAO, les gros vols, comme ils ont réalisé avec les 150 aéronefs, dans les raids également, mais cela introduit chez moi des biais de raisonnement en fait. Mon cerveau, ma construction mentale, réfléchit de manière occidentale et de manière OTAN. À partir de là, OTAN, drôle, je peux très bien comprendre la réflexion tactique américaine. Autant me mettre à la place de l'armée vénézuélienne, c'est un exercice mental beaucoup plus compliqué, même s'il est nécessaire. Et on travaille dans l'armée, ce qu'on appelle les cellules RAIDER, les rouges. On se met toujours dans nos constructions de mission à la place de l'adversaire. Avec les cartes de l'adversaire, on essaie de réfléchir à leur place et voir comment est-ce qu'on jouerait nos cartes.
si nous étions de l'autre côté. Donc pour se prémunir de tout ça, et le conseil que je vous donne pour 2026, eh bien c'est de toujours réfléchir autour de 3 niveaux de certitude, classifier en fait les informations, les analyses autour du possible, probable ou certain. Ça va dépendre de la qualité de l'information. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, au niveau des sources que nous allons utiliser, je peux vous dire qu'on a à peu près 10% de possible, notamment sur ces réflexions tactiques et ce qui s'est passé au niveau du Venezuela, 10% de certains grâce aux images satellites qui sont confirmées par plusieurs sources, et ensuite 80% de probable qui est plutôt du probable haut. Mais gardez toujours ça en tête parce que nous sommes à une époque où il y a une véritable guerre informationnelle, où même les déclarations officielles peuvent être fausses. On le voit un peu partout, même dans les démocraties. Il y a même des gens qui font des livres sur le sujet. Donc n'oubliez pas d'échauffer votre cerveau, de préparer votre cerveau à ce fameux sens critique et surtout, est-ce que vous avez besoin de juger, d'émettre votre opinion dans les heures qui suivent. En définitive, un des critères de notation des pilotes de chasse, c'est la conscience de la situation, ce qu'on appelle la situation awareness. C'est ce que tout commandant de bord essaye de travailler, c'est ce qu'on va essayer de vous amener. Avec cette introduction, j'en ai conscience, un petit peu longue, mais je pense nécessaire pour votre manière d'appréhender les sources. Et encore une fois, on s'est fait avoir avec une image IA il y a 2 jours. Tout est chapitré, je vous rassure. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. 60% des gens ne sont pas abonnés quand ils regardent du contenu. Si vous demandez ce qu'on fait ici, dans le désert, je suis en petite escale pour 24 heures pour préparer notre séminaire qui a lieu à la fin du mois. Et spoiler alerte, on vient d'ouvrir les réservations pour le séminaire de mi-mai. Vous avez tout sur le lien juste en dessous si vous voulez nous rejoindre. On fait un tarif spécial jusqu'à mi-février, au 14 pour être précis, pour les amoureux. Et l'objectif, eh bien, c'est de vous faire travailler ces compétences justement de commandant de bord de votre propre aéronef. Mais on attaque. Alors pour rentrer dans la partie purement technique, on va en grande partie s'appuyer sur les déclarations du général Callsign Raging, qu'on avait déjà étudié sa conférence de presse dans le cas de l'Iran, qui s'est avérée être une conférence où pour 95% de ce qu'il va dire, vous pouvez lui faire confiance, ça checked out, comme on dit en Amérique du Nord derrière. Point très intéressant, ils insistent sur le fait que cette opération ne s'est pas créée en quelques jours, mais en de nombreux mois. Si vous souhaitez bien comprendre tout ce qui se passe et les enjeux du Venezuela, je vous encourage à prendre encore plus de hauteur et de regarder ces 20, si ce n'est ces 30 dernières années. D'ailleurs, le mausolée d'Hugo Chavez a été touché avec le 4F qui était donc le 4 février, la date de sa révolution. C'est quand même un signal assez fort. Point d'importance. Quand on était au-dessus de l'Irak, en tant que pilote, bon, moi j'ai fait Ramadi, vous avez toute la vue sur l'entièreté de la ville, à la hauteur à laquelle vous volez. Notre grande valeur ajoutée en tant que pilote par rapport à un drone, c'est que le drone, lui, on dit il voit au travers d'une paille. Et donc, il regarde de manière ultra zoomée un coin de rue, un détail. Nous avions cette capacité en tant qu'être humain, avec notre optique, avec nos yeux, avec notre recul, à voir l'ensemble et des fois à voir certaines choses que les drones ne voient pas car ils sont en train de se focaliser sur quelque chose de micro. En conférence, on vient souvent là-dessus, c'est l'importance de la différence entre le macro et le micro et l'importance de switcher de l'un à l'autre. Pourquoi je vous dis ça? On s'apprête à faire de l'ultra micro. Si vous souhaitez vraiment comprendre la zone, c'est pas sur notre chaîne qu'il faut aller sur des chaînes plus de géopolitique, d'économie, de manière à comprendre le macro. Donc vous ne pouvez pas bien comprendre le micro si vous n'avez pas prise de recul ce macro, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Donc d'un point de vue micro, pour lancer ce genre d'opération, il faut du renseignement. Comme on l'avait dit il y a un mois, il a fallu de l'humain, de human intelligence, donc des personnes de confiance sur place. Les Américains ont infiltré des personnes de la CIA il y a déjà plusieurs mois, ont réussi à recueillir des complicités plus ou moins proches du pouvoir et de Maduro, ce qui leur a permis d'avoir les plans de définir ce qu'on appelle le pattern of life, le parcours de vie de Maduro. Où est-ce qu'il mange, quelles sont ses habitudes, c'est quoi sa routine, et comme ça avoir une idée des endroits où l'assaut pourrait avoir lieu et choisir entre différentes options. Ça prend des mois et on a d'ailleurs vu des images avec des drones furtifs qu'on voit rarement aux États-Unis qui ont été utilisés. Donc il y a forcément présence de satellites, présence d'humains, présence de tout ce qui est signal intelligence, des avions qui écoutent, on suit les téléphones portables, on écoute, on met des mouchards, bref, le travail de l'ombre que l'on voit extrêmement bien dans le film Zero Dark Thirty sur la traque de Ben Laden. Vous pouvez avoir les meilleures forces spéciales du monde, les Américains ont d'excellentes forces spéciales, s'ils n'ont pas le bon renseignement, ça ne sert à rien.
Et spoiler alerte, dans cette vidéo, on va voir que le renseignement n'est pas utile qu'en offensif, il est également en défensif. Et s'il y a une leçon à tirer de la protection vénézuélienne, quel que soit le scénario que vous souhaitez mettre en place, du pourquoi ça a été aussi facile pour les Américains, et spoiler, il n'y avait rien de facile dans ce qu'ils ont fait, eh bien tout remonte à l'absence de renseignements de qualité pour les défenseurs vénézuéliens. Et ça, il y a de nombreuses leçons à en tirer, par exemple pour les armées occidentales. Vous voulez un exemple? Est-ce que vous pensez qu'il est facile d'attaquer une base militaire de l'OTAN? Une base militaire d'une nation dotée. Exemple, les Britanniques, avec leurs tankers. Eh bien, si vous êtes des activistes écologistes, regardez, vous arrivez à détruire des A330, à les incapaciter au sol, vous pouvez rentrer. Pourquoi? Défaut de renseignements défensifs. Car la vigie qui fait son tour, la personne qui fait son tour de garde, elle ne peut pas être en alerte au plus haut niveau H24, 365 jours par an. Et si vous me dites, oui, mais les Américains étaient au large du Venezuela, ils se doutaient qu'ils allaient venir, ça fait combien de temps qu'ils sont au large? Et là, on touche un point extrêmement important. Avant de rentrer plus dans le détail, si vous allez quitter la vidéo, c'est ça qu'il faut retenir. Les Américains ont créé, on en parle souvent sur la chaîne, cette normalisation de la déviance, ont habitué les Vénézuéliens à avoir la flotte au large. Alors la première semaine, vous pouvez être en alerte avec votre armée, la deuxième semaine aussi. Mais dans la durée, vous ne pouvez pas garder vos forces armées en alerte H24 au poste de combat en permanence. Donc vous êtes obligé de repartir dans un rythme qui joue le temps long. Et avec cette accoutumance à avoir les Américains qui viennent faire des passes d'attaque simulées, à avoir les navires au large, eh bien, c'est un peu quand on appelle au loup, jusqu'au jour où, paf, ils décident d'attaquer. Et là, peut-être que vos opérateurs ne sont pas à poste. Accessoirement, c'est le vendredi soir, il y avait des vacances, il y avait du personnel off. Bref, 100% de vos capacités de défense théoriques sur le fichier PowerPoint quand on étudie vos forces armées, eh bien, ne sont pas prêts à recevoir l'ennemi. Pourquoi? Défaut de renseignement défensif. Et là où on a pu critiquer les Américains sur la sécurité opérationnelle, on a vu des images de F-35 qui s'écrasent, qui sortent dans la presse, les Américains ont réussi le tour de force à ne pas ébruiter, à ne pas faire fuiter cette opération, ce qui aurait donné du renseignement défensif aux défenseurs, ce qui aurait complètement pu changer la donne. Exemple, regardez en Ukraine, les Américains ont donné du renseignement défensif au président Zelensky, ce qui lui a permis, eh bien, dans les quelques heures avant l'arrivée des commandos dans sa capitale, des commandos russes, de prendre des mesures qui ont permis de survivre, entre autres. Donc ce renseignement, c'est le nerf de la guerre. En France, on a décidé de raccélérer au niveau du renseignement parce qu'il y avait des choses à changer et parce que l'humain s'en était détourné pendant des années et qu'il faut raccélérer parce que sans renseignement, vous pouvez avoir la meilleure armée du monde, elle se fera surprendre. Pensez Pearl Harbor. L'opération Absolute Resolve. Donc, il y a eu des aéronefs qui sont partis de 20 bases et de 20 navires différents. Point important, la Hostage Rescue Team du FBI, donc les forces spéciales du FBI, si vous voulez, ont participé. Pourquoi? Ça permet de mettre une dimension juridique de lutte contre le terrorisme, contre le narcotrafic à cette opération qui se veut être une opération en fait à la fois militaire, mais également de police, ou plutôt une opération de police facilitée par le militaire. Si on veut faire une référence cinématographique, j'ai l'impression qu'on vient de vivre Batman Begins. Comme on l'a dit dans la dernière vidéo, coordination au niveau de l'attaque pour créer une saturation à un instant T, extinction des lumières grâce à des attaques cyber, infiltration des CH-47G et des MH-60 en appui. Ils vont avoir environ 10, 12, 15 nautiques à faire à l'intérieur du territoire, donc ils ont quand même 7 minutes à faire sur le territoire avant de pouvoir atteindre le point où se trouve Maduro, et après derrière il va falloir faire l'igresse, donc ressortir. Point important, généralement vous avez un couloir d'entrée, un couloir de sortie. On va prendre deux couloirs différents pour éviter qu'un militaire adverse ait le temps d'aller chercher son SA-7 et vous attende et vous cueille au retour. Donc l'objectif c'est de surprendre. Toute la mission repose sur cette fulgurance, sur cette capacité à surprendre le défenseur. Maintenant, au niveau du matériel utilisé, F-22, F-35, EA-18, Growler, B-1, forcément des F-18 et des E-2, comment est-ce qu'ils ont été utilisés? Ce dont on n'a pas entendu parler, le nerf de la guerre, sont les tankers.
On sait ces dernières semaines qu'il y a eu des tankers qui patrouillaient au large, en haute mer, transpondeur éteint, ils ont fait peur à des avions de ligne. Donc pour faire simple, d'un point de vue technique, ce genre d'assaut, vous avez la SID et la DID, suppression et destruction des défenses adverses. Ça, c'est les growlers qui vont s'en charger. Vous avez du bombardement, ce qu'on appelle de l'AI, sur des cibles connues à l'avance. Ça, ce sont les B1, Bone, B1, qui sont les camions à bombes qui peuvent prendre des dizaines de bombes guidées GPS. Et là, vous avez également les F-22 et les F-35. On a vu 12 F-22 arriver du US Air Force. Le F-22 comme le F-35, avec leur soute, sont furtifs et ont cette capacité à faire ce qu'on appelle du swing, à la fois de l'air-sol et de l'air-air, sans sacrifier leur capacité supersonique grâce à la soute. Vous n'avez pas vu de F-15, pas vu de F-16. Donc vous avez des avions furtifs pour pouvoir se rapprocher, rentrer dans des volumes d'engagement, et vous avez les growlers pour faire la guerre électronique. C'est intéressant de voir, j'insiste, pas de F-15, pas de F-16, peut-être un petit peu de F-18. Mais la part belle a été faite aux aéronefs furtifs et aux drones furtifs. On a vu du drone MQ-170, on n'a pas vu du drone non furtif. Maintenant, point important, la SID et la DID, je vous rappelle qu'on a abandonné en France cette capacité. On a vu avec l'Iran, on le voit encore ici, c'est important, on récupérera la capacité en 2035. Il serait temps. Donc quand les Américains disent aucune autre nation ne peut faire ce type d'assaut, ils n'ont pas forcément tort. Les Israéliens sont très bons. En France, on a d'excellentes capacités, mais faire un tel raid, oui, il faut être franc, de manière purement nationale, ça va être très compliqué. Maintenant, d'un point de vue purement tactique, vous avez des avions qui vont taper des cibles connues à l'avance. Vous allez utiliser du ciblage, principalement GPS. Problème, ce sont pour des cibles fixes. Vous allez pouvoir utiliser par exemple des JDAM ou des missiles de croisière. Nous ne savons pas si des Tomahawk ont été tirés par des sous-marins ou par des navires de guerre. Ensuite, avec les growlers, les avions de guerre électroniques, vous allez émettre des ondes pour gêner les défenses adverses et surtout les communications ou les radars. Vous allez ensuite, si un radar est allumé, pouvoir tirer des missiles qui vont remonter le faisceau radar et venir taper l'antenne. On a vu des systèmes chinois de radars être détruits par des missiles probablement tirés par des growlers. Et ensuite, vous avez des cibles mobiles. Nous avons vu des photos avec des LGDAM. Ce sont des bombes guidées GPS sur lesquelles on rajoute un capteur laser devant qui va leur permettre d'être guidés par du laser. Là, c'est pratique contre des cibles en mouvement. Pensez des chars en déplacement ou même des systèmes de défense aérienne mobiles comme les Russes peuvent en avoir, comme les Vénézuéliens en ont. Là, la grande difficulté est qu'il va falloir guider laser la bombe. Soit vous guidez laser avec des forces spéciales au sol, avec un drone, des drones plutôt mâles, des gros drones, ou avec un avion de chasse qui pourrait très bien être un F-35 furtif. N'importe quel avion de chasse peut le faire, mais si vous souhaitez minimiser les risques, vous envoyez un avion furtif pour le faire, sachant que le F-35 a été réfléchi pour avoir son système au niveau du nez, qui permettent ce guidage, là où sur la plupart des avions de 4.5 génération, il faut mettre un pod qui crée de la surface équivalente radar et qui nuit à la furtivité, mais également aux capacités supersoniques. Vous avez donc ce panel d'armement disponible. On fait de la frappe contre des choses dont nous connaissons la position en amont, action offensive classique, comme sur ces baraques qui ont été détruites. On fait de la frappe sur des systèmes qui peuvent émettre, mais s'ils sont fixes, on peut également les taper en GPS. Mais il y a cette capacité de remonter un signal spécifique avec un site qui s'est déplacé, avec tout ce qui est suppression ou destruction of enemy air defense. Et après, pour du mobile, vous allez y aller avec du laser et on voit ces photos avec des systèmes laser, donc il y a eu des avions de chasse qui sont rapprochés. En parallèle de tout ça, vous voulez mettre en place de la protection aérienne. Donc initialement, c'est ce qu'on appelle la sweep. Vous allez envoyer du F-22 qui va arriver devant, qui va regarder avec son radar. Et la sweep, c'est le nettoyage, le balayage. Il va pousser tout avion de chasse ennemi. Il n'y en a pas, très bien. Dans ce cas-là, derrière, ils installent des CAP, Combat Air Patrol. Ils se mettent vertical, à une certaine distance des bases adverses. Ils scannent les bases adverses. Il y a en permanence quelqu'un qui regarde la base adverse. En plus, des avions radars, comme par exemple le E2D, qui est la dernière version avec une très bonne antenne, qui va voir s'il y a ce qu'on appelle des pop-up groups, des avions qui décollent et qui viennent. Un groupe qui arrive, qui décolle de derrière vous, qui vient d'arriver, et donc là, il va falloir le targeter, le cibler. Donc vous avez ces avions, ces patrouilles un peu partout, qui sont prêtes à intervenir, généralement en rideau. Un premier rideau devant, un deuxième rideau derrière. Là, ce que je vous dis a été expliqué en source ouverte par les Américains pour se protéger face aux drones sur l'opération de début 2025. Ensuite,
Une fois qu'ils ont le package, ils annoncent qu'ils ont récupéré Maduro. Et donc là, après, derrière, il faut faire l'igresse. Et donc là, il va falloir protéger votre force pendant qu'elle rentre. Et vous gardez cette protection aérienne, vous la faites reculer au fur et à mesure. Et vous pouvez également retrouver ce qu'on appelle du SCAR. Donc le SCAR, c'est quoi? Ça va être de l'appui-feu rapproché dans ce couloir-là. Donc pour faire très simple, vous avez au moment du recul de la protection aérienne RR qui surveille, des avions radars qui surveillent qu'il n'y a rien qui décolle, et vous avez probablement des avions de chasse également avec des bombes guidées laser prêts à intervenir s'il y a besoin d'une forte charge militaire. Maintenant, il y a des délais pour expliquer un ciblage d'un avion de combat et avoir une bombe de 250, 500 ou une tonne. Donc vous avez également les hélicoptères, les gunships, et les Américains sont habitués au niveau du 160e SOR à travailler ensemble, à faire de l'appui-feu, on a vu certaines images. Pour ce qui est des spécificités technologiques, on a vu au moins un tiers de système solaire contre les hélicoptères américains. Vous n'avez vu aucun leurre, c'est parce qu'ils sont équipés des systèmes Dark Flares. Donc c'est des systèmes de leurre. Alors d'habitude on est habitué à voir ces leurres de couleur, hein, ça crée une signature infrarouge très forte. L'infrarouge on ne le voit pas avec les yeux. Donc les Américains ont développé une techno qui vous permet de faire des leurres vus par les autodirecteurs des missiles solaires plutôt d'ancienne génération, mais pas visibles à l'œil nu, ce qui vous permet d'éviter d'attirer des rafales de Kalachnikov. Les avions du 160e SOR longs, je ne sais pas si en France on a ça, sur Rafale on n'a pas ça d'après les sources ouvertes. Encore une fois, c'est plutôt quelque chose qui serait utile aux hélicoptères. En France, on a les Caracal basés à Cazaux qui font ce genre de mission. Au niveau du choix des cibles, on a vu qu'il y avait 2 aéroports qui ont été touchés, La Carlota, Higuerot. On voit également qu'après les frappes, les Vénézuéliens ont mis des avions sur la piste pour éviter des posées d'assaut. C'est déjà vu des C-130 qui viennent, qui font des posées d'assaut, plein de Marines qui descendent. Donc à l'heure actuelle, les Vénézuéliens ne savent pas trop ce qui va se passer derrière et donc ont essayé de condamner leur piste pour éviter d'offrir des voies d'accès tout simplement aux Américains. On a également vu des ports touchés et par rapport aux ports, on voit que les frappes ont quand même été assez restreintes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là on était face à une volonté de faire un raid très ciblé avec diversion et des attaques un petit peu partout pour saturer, pour choquer l'adversaire et inhiber sa capacité de réaction dans le temps du raid. Mais il ne faut pas oublier que le Venezuela, c'est pour ça que je vous ai dit de regarder l'idée globale, à l'heure actuelle, d'après les sources que j'ai trouvées, importe 80% de sa nourriture. Il est très probable que dans les prochains jours, il y ait peu de navires qui aient envie de venir accoster pour livrer des vivres, en tout cas d'un point de vue purement privé, si c'est rien d'étatique. Et donc à partir de là, trop détruire les infrastructures engagerait la capacité du pays à se retourner, à continuer à fonctionner. Et donc il y a cette dichotomie à trouver dans l'utilisation de la force. Utiliser la force à bon escient pour atteindre l'effet final recherché, mais pour pas endommager la capacité du pays à fonctionner dans les prochains mois. Encore une fois, il faudra surveiller ce qui se passe avec les importations de nourriture au Venezuela, parce qu'il y aura sûrement des choses à dire dans les prochaines semaines ou mois. Maintenant, petit point intéressant, les défenses solaires. Les défenses solaires ont été traitées, pour certaines, en tout cas on a bien vu, grâce à cette méthodologie américaine extrêmement efficace qui a consisté à faire la liste de où elles se trouvent et ensuite derrière lancer une attaque éclair et fulgurante au bon moment contre ces attaques. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu plus de défense de la part des Vénézuéliens? Vous allez entendre plein de variantes différentes. Moi, je voudrais juste insister sur un point. C'est celui de la posture offensive. Quand vous attaquez, dans un cas comme ça, vous choisissez le moment de l'assaut. Les Américains disent qu'ils n'ont pas attaqué plus tôt pour des raisons météo. Je devais mettre mes two cents, il y a également, je pense, le calendrier vis-à-vis de la bourse et du cours du pétrole. Mais surtout la qualité du renseignement pour savoir précisément où se trouve Maduro, et on a parlé des émissaires chinois juste avant qui permettaient de facilement traquer Maduro. Mais le planificateur américain n'est pas là pour faire un combat de chevalier. Ils ne vont pas passer un coup de fil aux Vénézuéliens avant en disant « on arrive avec nos forces spéciales à 1h du matin, préparez-vous ». Donc quand on voit le matériel défensif vénézuélien, il ne faut pas oublier cette phrase très chère à Top Gun Maverick. Il n'y a pas que l'avion, il y a le pilote. Et je m'explique. Je pourrais très bien être un militaire, un sniper, avec une excellente arme de snipe, et être en poste ici à devoir protéger toute la zone qui est derrière moi. Maintenant, si je m'endors, ou si on me demande d'être ici H24, 7 jours sur 7, il y a un moment où je vais aller aux toilettes, je vais aller manger, je vais me balader, ce qui pourrait permettre à un adversaire extrêmement bien renseigné de s'infiltrer et de m'attendre, et quand je reviens dans la pièce, de mettre un coup de couteau. Est-ce que ça veut dire que l'arme de sniper est inutile? Oui, si elle est mal utilisée. Oui, si la personne qui la met en œuvre n'est pas formée au standard. Oui, s'il n'y avait personne à poste regardant la menace à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup au danger d'essayer d'estimer des forces et des capacités militaires d'un pays sur la base
du PowerPoint, de ce qu'il y a disponible comme matériel. On n'a pas vu les avions de chasse décoller. Encore une fois, ça prend du temps, de la coordination, du renseignement et du commandement. Et là, on touche un point qui m'est cher dans mes interventions en entreprise et dans mon prochain bouquin. On va bientôt vous mettre en prévente. C'est le commandement par l'intention, le rôle de l'équipier et la grande différence entre un commandement de style plutôt soviétique centralisé et le commandement à l'occidental qui marche avec de l'initiative, avec une intention du commandement, avec un état final recherché et un cadre de règles d'engagement. Vous êtes un jeune caporal vénézuélien. Vous voyez passer des hélicoptères au-dessus de votre tête de nuit un vendredi soir. Est-ce que votre premier réflexe, c'est prendre la Kalachnikov et tirer dessus, aller chercher le SA-7 et tirer dessus? Qu'est-ce que vous avez à gagner versus qu'est-ce que vous avez à risquer si c'est peut-être un hélico de chez vous? Quelles compétences vous avez pour le savoir? Quel renseignement est-ce que vous avez? Quelle préparation, quelles consignes est-ce que vous avez pour faire face à ce type de menace? Et c'est pour ça que c'est intéressant. Dans le coaching, on aime bien poser cette fois la question pourquoi? Posez-vous la question cette fois, pourquoi est-ce qu'il y a eu si peu de tirs d'armes légères? Il y en a eu un petit peu, mais pourquoi il y a eu si peu de résistance? Et si vous me dites, ils ont reçu des consignes d'un grand chef de ne pas tirer, je pense qu'on serait au courant déjà aujourd'hui. Je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus lié au facteur humain, et ça, les Américains le comprennent très bien, ils sont très bons là-dedans. Également, lié à la manière dont fonctionnent des armées de régimes plutôt à tendance autocratique, avec cette très forte centralisation. Si vous empêchez les ordres, les personnes en dessous ont peur de prendre des initiatives, parce que le droit à l'erreur n'est pas trop quelque chose de répandu dans ce genre d'armée et ce genre de régime. Et là où c'est intéressant, c'est les leçons pour nos armées à nous. Vous savez qu'en France, à l'heure actuelle, on a le combat AS qui va consister en fait à commencer à amener des avions à gauche, à droite en cas d'attaque sur notre territoire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est armer nos militaires, nos industriels, la population avec cette capacité à faire face à cette première attaque, à savoir quoi faire, à faire preuve d'initiative sans avoir peur de se faire punir derrière. Car j'ai connu l'armée à une époque où la prise d'initiative n'était pas forcément une bonne chose, où la culture juste n'était pas présente à tous les échelons de l'escadron. Eh bien, quand on voit la transformation avec plus de culture juste, donc vous avez le droit de faire des erreurs. Alors, différence entre erreur et faute. Une faute, c'est une transgression volontaire, une erreur, ce n'est pas volontaire. Eh bien, ça n'a rien à voir sur la prise d'initiative des échelons subalternes et donc sur l'effet militaire derrière. Et ça, cette culture, c'est quelque chose que les Américains, grâce au renseignement, ont pu sentir, avoir une bonne idée de comment est-ce que ça allait réagir. À noter que la garde personnelle de Maduro était avec des Cubains, ce qui vous en dit beaucoup sur l'alignement de l'armée à son décideur. Et donc, forcément, ça va avoir un impact sur la résistance à l'instant T et l'appétence pour le risque des échelons subalternes face à une menace pas forcément anticipée. Encore une fois, le fait de faire un raid extrêmement rapproché, extrêmement rapide, joue dans la faveur de l'agresseur. Maintenant, une fois que tout ça est dit, personnellement, il y a un point que j'ai du mal à m'expliquer. Pourquoi est-ce que Maduro n'a pas été prévenu de l'attaque en cours? Et c'est là où c'est intéressant, d'un point de vue de la prime de 50 millions de dollars, l'humanité, la filtration, et qu'on touche directement le renseignement, offensif comme on expliquait tout à l'heure, défensif. Comment est-ce que les Américains ont réussi à avoir un impact sur le pays, à pénétrer, à faire des destructions dans le pays, ensuite à arriver après plusieurs dizaines de minutes sur le territoire à la résidence, s'infiltrer dans la résidence et ensuite apparemment, d'après les déclarations, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la qualité de l'information, du président américain, il arrive à sa safe house et il n'a pas le temps de fermer la porte, il est récupéré. D'après d'autres sources, il est récupéré dans son lit. Donc là, il y a une certaine incohérence. On saura avec le temps exactement ce qu'il en est de cette phase finale. Parce que si il est dans son lit, effectivement, au moment où les Américains arrivent, clairement, je pense qu'il y a quelques échelons hiérarchiques qui n'ont pas tout à fait fait leur travail. Je vous rappelle que le rôle numéro 1 du militaire, normalement, c'est rendre compte. Au final, ce qu'on peut également retenir, c'est que les Delta Force se sont entraînés, ont recréé le bunker de Maduro pendant plusieurs mois. Et que, entraînement difficile, guerre facile. Croire que ce raid était a walk in the park, était un jeu d'enfant, serait très mal comprendre l'armée américaine et leurs capacités. Je vous renvoie vers leur budget qui est absolument énorme, mais surtout vers leur culture du briefing, de la préparation et du standard. Réussir à mettre en œuvre 150 aéronefs, y compris tous ceux dont on n'entend pas parler, combat search and rescue, guerre électronique, les ravitailleurs, et ensuite derrière, toute cette coordination avec, je pense qu'il y a de la protection de l'espace aérien, que les Américains, depuis le raid, n'arrêtent pas d'avoir des avions de chasse en l'air pour protéger leurs bateaux, au cas où les Vénézuéliens décident d'envoyer des avions de combat. C'est énormément de moyens, énormément
d'anticipation, de mise au standard. Et s'il y a une chose à retenir sur les forces armées, c'est si ça vous paraît facile, mais en fait, ça s'appelle du travail de professionnel. Et on peut penser ce que l'on veut de la partie politique. Pour ce qui est de la partie technique, les Américains viennent de montrer, une fois de plus, j'ai envie de vous dire, je vous rappelle qu'ils ont fait un raid sur l'Iran il n'y a pas longtemps, leur capacité militaire et à quel point ils sont un cran au-dessus des autres nations. On va citer du Otto von Bismarck pour terminer. Vous le savez, on aime bien finir par une citation. La diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Ça, c'est une vision qui a quelques années. Et maintenant, vous pouvez rajouter que les armes sans le renseignement, c'est un concert sans connaître l'heure de lever de rideau. Je terminerai juste en ayant une petite pensée pour les militaires d'un côté comme de l'autre dans ce raid, car pour avoir fait des missions de combat, je pense que le niveau de stress et surtout le niveau d'incertitude au moment du décollage, que ce soit pour les forces spéciales, les pilotes, les officiers renseignement, était extrêmement élevé. Car c'est facile de voir a posteriori que tout s'est bien passé. Je vous rappelle que les Américains, on en a parlé sur la chaîne, ont fait l'opération Eagle Claw, ont essayé une opération en Iran avec le tout début des Delta Force et que ça a été une catastrophe, qu'ils ont perdu des vies humaines et qu'ils ne sont jamais allés jusqu'à Téhéran. Le dernier point à noter, je suis intimement persuadé qu'aucun chef militaire n'a présenté au président Trump ce plan en lui disant qu'aucune perte de vie américaine serait possible. Vu la complexité de l'opération, vu la complexité de la mise en œuvre, vu la difficulté, il y a de grandes chances que le décideur américain avait accepté la perte de vie américaine pour l'accomplissement de cette mission. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Si vous aimez notre manière de faire, si vous aimez nos thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. On a tous nos produits qui sont sur le lien juste en dessous. Le séminaire avec le tarif Early Bird jusqu'à la Saint-Valentin. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on intervienne dans votre entreprise. Je décolle dans quelques heures pour de la conférence et pour de l'intervention sur des journées sécurité. À très vite, fly safe.